Salut, ici Nick. Aujourd'hui, je vous montre comment faire un jeu de plateforme rapidement. Donc, on n'ira pas dans la science, dans la mathématique, trop en profondeur dans le jeu, mais je vous montre qu'est-ce qu'on peut faire. Ça va vous montrer le potentiel en arrière de Godot. Prenez note que je vais faire deux vidéos. Je vais avoir une version GDScript et une version C#. Donc, on démarre ça immédiatement. Donc, je vais partir mon Godot. En passant, Godot est disponible sur Steam, la version de base, donc sans, comment dire, il n'y a pas de mono en arrière, donc C Sharp. Pour ceux qui développent en C Sharp, la version Steam ne fera pas l'affaire. Donc, je vais partir à un nouveau projet, donc je vais l'appeler YouTube, mon préfixe YouTube, je vais l'appeler Platformer, Fast, parce qu'on fait quelque chose de rapide. Je vais créer le dossier, je vais ouvrir mon dossier. Bon, maintenant, à partir de là, qu'est-ce que je dois faire? Ben, première étape, ça va être de faire des configurations. Donc, je vais configurer mon projet. C'est un projet qui va être un projet 2D style pixel art. Fait que je veux pas quelque chose de trop HD. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une fenêtre plus petite que je vais réagrandir. Donc, dans mon cas ici, je vais avoir une fenêtre 512 par 320 par 300. Mais quand je vais le tester, je vais faire une fenêtre 1024 par 600. Donc, on va vraiment voir l'effet de pixelisation. Donc, j'active mon HDPI. Je vais mettre le mode 2D, puis je vais garder le même aspect ratio, donc le ratio entre la largeur et la hauteur de la fenêtre. Contrôle, je vais rajouter un contrôle qui n'est pas là par défaut, qui va s'appeler Jump. Puis, je vais mettre un espace pour sauter. Ça, c'est la configuration de mon projet. Désolé. Maintenant, ce que je vais rajouter, je vais configurer mon importation. Donc, je vais faire une importation en 2D pixels. Je vais sauvegarder ça comme par défaut. Je vais supprimer l'icône parce que j'en ai pas de besoin. Dans mon cas, je suis allé récupérer, j'ai des ressources que j'utilise dans le cadre de mes cours. Puis, dans ces ressources-là, je les ai achetées sur Itch.io. Ça vaut la peine de payer 3, 4, 5 dollars sur même 10, 15 dollars, c'est dépendant comment que vous voulez aller, pour des images. Il y en a des gratuits en passant. Là, je vais vous donner un lien vers l'artiste original de ce projet-là, de ces images-là. Mais moi, j'ai déboursé le 3-4 dollars nécessaire pour avoir le pack au complet. Puis ça l'encourage aussi. Puis il fait une belle job. Puis je ne suis pas un artiste. Donc, ça coûte moins cher. Regardez ça de même, là, ça coûte moins cher qu'un café chez votre fournisseur de café préféré. Donc, j'ai configuré mes images, sont en mode pixel art. OK. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir besoin? Je réfléchis, je vais faire mon. Au niveau de la hiérarchie, je vais avoir besoin d'un nœud 2D qui est simplement mon world. Je vais avoir un level, donc mon level, tile map. Je vais rajouter tile map. En passant, la touche raccourci, c'est CTRL A pour rajouter rapidement les nœuds. Donc, tile map, je vais avoir mon personnage qui va être un kinematic body 2D. En dessous de mon kinematic body 2D, je suis obligé d'avoir un collision shape 2D. Puis, je vais mettre aussi mon animated sprite à l'intérieur de ça. J'explique un peu qu'est-ce que ça fait. Tilemap va contenir mes niveaux. Donc, tous les traçages de mes niveaux, mes tuiles, en fin de compte, de mon niveau. Parce qu'un jeu 2D fonctionne généralement, souvent, avec des tuiles. Donc, un tilemap, une carte de tuiles. Kinematic Body, c'est le corps cinématique, là, mais c'est toute la physique en arrière de mon personnage 2D va être utilisée à l'intérieur du nœud cinématique 2D. Donc, c'est généralement ça qu'on va utiliser pour définir les personnages-là. Je viens de renommer en passant mon player, mon nœud pour bien identifier player. Mais si j'avais des ennemis ou peu importe c'est quoi les personnages, j'aurais renommé mon nœud. Comme j'ai dit, c'est pas quelque chose qu'on va aller en profondeur dans le projet. Je n'expliquerai pas toutes les mathématiques en arrière, tout ça, parce qu'il y a des meilleures méthodes que ça. C'est pour avoir un résultat rapide.
Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin de mon Animated Sprite. Je vais commencer avec mon Animated Sprite, mon personnage. Donc, je vais sélectionner mon Animated Sprite. Je vais juste changer l'ordre. J'aime mieux l'avoir en dessous directement du player. Donc, je vais prendre Frame. Je vais prendre un nouveau Sprite Frame. Je vais recliquer dessus. Voir la fenêtre en bas qui va apparaître pour mes animations. Ça va définir mes animations. C'est quoi mes animations? C'est un platformer de base. Je vais avoir besoin de mon du surplace, idle. Je vais avoir courir et je vais avoir sauter. Donc, idle. Oups. Idle, je vais avoir sauter. Puis je vais avoir euh, run. OK. Donc, je vais avoir mes trois éléments. Je vais aller chercher mon image. Donc, je prends maintenant idle. Je vais aller chercher ma trame d'animation. Je vais aller récupérer viking2.png. Là, ici, il faut que je sépare avec les bons éléments, avec le bon quadrillage. Donc, j'ai calculé, j'ai 9 images à l'horizontale et j'ai 6 images à la verticale. Vous voyez les carrés qui se sont ajustés. Là, je suis idle. Idle, c'est le premier qui est en haut. Ajuster la trame. Jump. Même affaire, je vais aller chercher Viking 2. Jump, c'est cette rangée-là. Puis Run, ça va être la deuxième rangée. Oups. Je vais sélectionner. Non, non. OK. Effacer. Ah, non. Effacer. OK. Je recommence. Donc, ajouter la trame. OK. Si on veut avoir un aperçu de ce qui se passe, donc je peux zoomer sur mon personnage. Je sélectionne Animated Sprite. À droite, dans les options, je peux mettre Activer Playing. Vous voyez qu'est-ce que ça donne. Donc, ça, c'est mon personnage quand il court, quand il saute, et quand il est sur place, tout simplement. Donc, je vais le désactiver parce que ça me dérange un peu quand je travaille. Donc, je prends mon personnage est complété. Les animations sont complétées. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est que je vais falloir que je fasse un collision shape, donc la physique en arrière de mon personnage. La physique, excusez. La physique de collision. Dans ce cas-ci, c'est pas vraiment compliqué. Je vais prendre le plus simple, un rectangle. C'est tout. Donc, vide, je vais cliquer sur la forme. Je vais aller chercher Rectangle Shape 2D. Je vais le déplacer, l'ajuster à hauteur de ses pieds. Puis, je vais tout simplement le rapetisser pour m'adapter à peu près à la dimension de la collision. Tu sais, c'est pas vraiment grave si la tête elle rentre dans le beam, dans le plafond. Là. C'est vraiment le corps de mon personnage dans ce cas-ci. Fait que ma shape est faite, j'ai plus de points d'exclamation. Mon animated sprite est fait. Mon tile map est fait. Pas mon tile map, mon player donc est complété. Je vais sélectionner mon player, je vais activer l'option pour verrouiller les enfants. Donc, c'est l'option qui est ici, rendre la sélection des enfants de l'objet impossible parce que si je sélectionne mon player, je ne veux pas sélectionner mon collision shape, je veux sélectionner l'ensemble de mon player. Donc là, maintenant, je suis rendu au tile map. Au tile map, ce que je vais faire, là, on va aller afficher l'écran pour voir mes délimitations de mon écran. Au niveau du tile map, je vais aller définir mon tile set. Donc, nouveau tile set, je vais aller sélectionner le gazon. Au niveau du gazon, je vais juste agrandir la fenêtre. Au niveau du gazon, je vais faire nouvelle auto-tuile. En anglais, c'est auto-tile. C'est un outil super intéressant dans Godot qui permet en fin de compte de de dessiner le niveau comme si on utilisait Paint. Mais il faut lui dire la logique en arrière. Donc, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Donc, ce que j'ai activé la nouvelle totale. J'ai sélectionné une région. La région de mes tuiles, il n'est pas très ajusté. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller configurer mes snap options. Dans mon cas ici, c'est 16 par 16 au niveau des pas de mes images. Je vais configurer aussi que c'est un bitmask de 3 par 3 minimal. Ça, je vous ferai une vidéo là-dessus éventuellement. Prenez ça pour du cash pour l'instant. Maintenant, je sélectionne ma région. Au niveau de la collision, pas vraiment compliqué. Je prends ma collision, je sélectionne une des tuiles. Une tuile, je mets le carré à l'intérieur. Sélectionne une autre tuile, je mets le carré à l'intérieur. Sélectionne une autre tuile, je dresse le carré à l'intérieur. Ainsi de suite pour les 9 images que j'ai pour mes tuiles. Fait que ça, je vais compléter ça. Tout à gauche. Tout.
Touf, le dernier. Maintenant, l'autre élément que je vais avoir besoin, c'est le bitmask. Le bitmask, c'est ça qui va déterminer, en fin de compte, c'est quoi la logique quand je vais tracer mon, euh, mon level. OK? Pour l'instant, comme j'ai dit, prenez ça pour du cash. Mais c'est du, grosso modo, c'est que ça va permettre, quand je vais prendre, ça va définir quelle tuile afficher selon les tuiles qui sont dans le voisinage. OK? Donc, mon bitmask qui est tracé, je peux fermer ça. Maintenant, je vais aller dans mon tile map, dans mon cas ici, qui est ici. Maintenant, je vais pouvoir simplement tracer mon image. Vous voyez qu'il y a un bug ici, évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est ma cellule, ma dimension de cellule que je vais mettre à 16. Donc, maintenant, quand je vais tracer, OK, voyez-vous, hop, il trace les bonnes tuiles. OK? Donc, clic droit pour effacer. Tout simplement. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un deux grands murs pour pas que mon personnage tombe en bas. Donc, je descends ça comme ça et je remonte ça comme ça. Et voilà. Puis là, je peux tracer des petites montagnes juste pour montrer que mon jeu va fonctionner. Tout simplement. Comme ça. Et comme ça. Et voilà. Fait que mon monde, je vais juste m'assurer que mon personnage ne puisse pas tomber dans un trou. OK. Fait que ça complète en fin de compte la portion graphique de mon jeu. Fait que ce que je vais faire, c'est que je n'ai pas sauvegardé mon monde. Fait que je vais juste sauvegarder mon monde, puis on va le tester, voir ce que ça va avoir l'air. Donc, play, sélectionner mon monde. Boum, et voilà ce que ça va avoir l'air. OK? Donc, je vais juste prendre mon personnage, puis je vais le déplacer à un endroit plus stratégique. OK. Donc, maintenant, je vais être rendu au code. Comme j'ai dit, je vais fourcher à partir d'ici, je vais avoir une version GDScript et une version C Sharp qui vont être deux vidéos indépendantes. Maintenant, je vais rajouter du code pour mon joueur. Donc, je sélectionne mon nœud dans lequel je vais rajouter du code. Je clique sur attacher un nouveau script. Je vais sélectionner C Sharp ici. Je m'assure que ce soit bel et bien player.cs. Je vais créer mon code. Maintenant, ce qui arrive dans mon cas, j'ai Visual Studio détaché à mon Godot. Si jamais vous voulez savoir comment faire, ben, je vous invite à aller regarder comment ça s'appelle? Sur Google pour aller récupérer, pour aller lire des articles sur comment attacher Visual Studio avec Godot. Ça se fait relativement simple. Puis faire du C# avec Godot, c'est plus facile avec Visual Studio Code qu'avec l'éditeur de texte de GDScript parce que l'éditeur de texte de Godot parce que l'autocomplétion est activée dans Visual Studio Code. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin pour faire mes éléments? Premièrement, je vais avoir besoin de la gravité. Donc, je vais faire les constantes de gravité. Bon, en passant, j'utilise pas les conventions officielles pour cette démonstration-là de Microsoft pour faire du C#. Je vais, y aller rapidement là, pour avoir un résultat facile pour les gens qui débutent. Donc, je vais avoir un constant, je vais me faire de la gravité, je vais mettre de la force de propulsion, des sauts. Je vais faire la vitesse maximale, c'est que je vais mettre 300. Après ça, const float, je vais me faire l'accélération. Accélération 0,4 F. Maintenant, ce que je vais avoir besoin, je vais avoir besoin d'accéder à mon animated sprite. Fait que je vais me créer un membre sprite. Je vais rajouter aussi un vecteur 2. Je vais avoir besoin d'une vitesse. Donc, je vais me créer un nouveau vecteur. Vecteur 2, vector 2 de type ensuite l'échelle, la mise à l'échelle de mon personnage. Je vais voir tantôt pourquoi j'ai besoin de la mise à l'échelle. Ensuite, ce que j'ai besoin, c'est j'ai besoin d'aller récupérer mon sprite. Sprite get node. Bon, ceux qui ont déjà fait l'expérience avec comment ça s'appelle ça? Avec oups. Ceux qui ont fait l'expérience avec GDScript vont remarquer que dans GDScript, on peut juste écrire onReady par sprite, puis signe de $, animated sprite. Mais dans
C Sharp, ben, il faut écrire au long get node animated le type animated sprite avec le nom du sprite. C'est comme ça que ça fonctionne. Le, pas Visual Studio, mais C Sharp. Donc, on va aller chercher. Ensuite, override void, on va aller chercher physics process. Par la suite, qu'est-ce que je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin de ma vitesse en Y. On va y ajouter de la gravité tout en partant. Immédiatement. Je vais avoir besoin de la direction que le joueur veut aller. Donc la direction sur quelle touche qu'il appuie. Get action, strength. Je vais aller chercher la touche de droite. Moins input, get action, strength, UI left. Ok, ouais. En passant, l'autocomplétion se fait comme ça dans Visual Studio Code parce que j'utilise GitHub Copilot, qui est un genre d'autocomplétion avec une intelligence artificielle en arrière qui essaie de deviner qu'est-ce que j'écris, qu'est-ce que je veux écrire. Mais ça ne fonctionne pas toujours. Ça se peut que je fasse éventuellement une petite vidéo là-dessus, mais il y en a plein sur Internet là, qui parlent déjà de ça. Donc là, je vais faire quelques lignes, 2-3 lignes de code, puis je vais vous expliquer qu'est-ce que ça fait chacune des lignes de code. Scale. OK. Donc, la première chose que j'ai rajouté, l'élément dire que j'ai rajouté ici, c'est que j'ai rajouté une variable dire pour aller chercher la force sur laquelle pour savoir la direction, en fin de compte, du mouvement du personnage. En effet, ce qui arrive, pourquoi que je vais chercher le right moins le left, c'est parce que c'est une technique qui est utilisée beaucoup dans les platformers que j'ai vu passer souvent dans les tutoriels. Puis c'est relativement logique. C'est que, grosso modo, c'est que Godot va retourner une valeur de 0 ou 1 pour la touche qui est appuyée. Là, dans ce cas-ci, on va utiliser des touches du clavier ou ça peut être un D-pad. Donc, tu sais, les touches du clavier, c'est appuyé, non appuyé. Okay, donc, c'est 0 ou 1. Donc, si j'appuie sur la droite, je vais avoir 0 ou 1 comme valeur. Ou si j'appuie sur la gauche, je vais avoir 0 ou 1. Donc, pour savoir quelle direction que je vais, est-ce que je vais dans la direction 1 ou je vais en direction moins 1? Donc, dire c'est un multiplicateur. On l'utilise comme un multiplicateur. Donc, quand je fais 1 moins right moins left, ça veut dire que si je vais à droite, je vais à une valeur de 1. Puis si je vais à droite, ça veut dire que ma gauche n'est pas appuyée. Donc je vais avoir 0. Donc je vais avoir une valeur de 1. Si je vais à gauche, mais j'appuie donc pas à droite, ça va faire 0, moins 1. Ça donne quoi comme résultat? Ça va donner moins 1. Donc ma direction va devenir moins 1. Mon facteur de multiplication va devenir moins 1. Donc, ensuite, la direction. Dire n'égale pas 0, ça veut dire que je bouge. Si l'utilisateur bouge, je vais aller chercher. Je vais me créer un nouveau vecteur. Je n'ai même pas besoin de créer un nouveau vecteur en passant. Je vais juste à faire scale-x avec la direction. Puis, ce que je vais faire au niveau du scale ici, je vais écrire 0,1. OK. Donc, au niveau de mon scale, ce que je viens de dire, c'est la version X de mon vecteur, tu vas prendre la direction. Le Y, je ne touche pas. Ensuite, je vais assigner cette valeur-là sur la propriété, à la propriété du sprite. Pourquoi je fais pas ça? Je fais ça comme ça et non dire scale.x et non dire sprite.scale.x égale dire. Mais tout simplement parce que le X qui est ici, c'est un élément du C Sharp. Le X qui est là n'est pas modifiable parce que c'est une propriété en lecture. C'est pas une propriété, c'est une variable. Le scale est une copie. Voyons, comment je pourrais expliquer ça? Le X qui est là, c'est une copie, okay, qui se fait au niveau du scale, de la propriété scale. Donc, elle n'est pas accessible en écriture. Il y a d'autres détails en arrière de ça, là, mais c'est grosso modo ce que ça veut dire. C'est pour ça que je suis obligé d'aller par indirectement. Donc, j'ai créé une variable scale, puis je vais y assigner la variable via la propriété sprite.scale. Ensuite, ce que je vais faire if. On va jouer avec l'animation pour savoir si il roule ou il marche ou il est fait du surplace. Donc, if is on floor,
Et donc, s'il est sur le plancher, ce que je vais faire, je vais regarder, est-ce qu'il bouge? Donc, savoir s'il bouge, j'ai une direction qui ne sera pas égale à 0. Donc, ce que je vais faire ensuite, je vais faire sprite.play, run, sinon, else, sprite.play, idle. Bon, voyez-vous, là, ici, ça va aller chercher mon run puis mon idle. Souvenez-vous que dans mon jeu Godot, mon player, au niveau de son sprite, son animated sprite, il pointe vers la droite. OK? Donc, il va tout le temps pointer vers la droite. C'est la raison pour laquelle j'ai mis ici la ligne de code sprite.scale avec ici, parce que ce qui arrive, c'est si je veux aller vers la gauche, je veux faire un miroir de l'image, faire un miroir. On peut y aller avec le scale puis mettre le x à -1. Donc, c'est une mise à l'échelle -1. Si j'avais mis, par exemple, la direction à -0.5, ce que ça aurait fait un miroir, mais juste à moitié. Okay? Donc, ça aurait fait un genre de distorsion sur mon personnage. Donc, c'est -1 ou 1. Donc, ça fonctionne dans ce cas-ci. Je change la direction de mon personnage. Si vous voulez l'expérimenter, changez le dire, multipliez-le par 0.5 et vous aurez un résultat. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que là, on va jouer avec la vitesse. On va faire ce qu'on appelle de l'interpolation linéaire. Donc, je vais vous expliquer pourquoi qu'on va faire de l'interpolation linéaire. Je pense que l'intelligence artificielle, il m'a donné la bonne chose tantôt. OK, il est ici. OK. Donc, là, j'explique un peu la mathématique qui est en arrière de ça. Ce qui arrive, OK, c'est que là, on joue un jeu dans lequel on va utiliser les touches du clavier. Donc, on ou off. Si j'appuie sur une touche, par exemple, je vais dire que mon personnage avance, OK, il va à une vitesse de 300, par exemple, puis je veux arrêter d'avancer, donc j'arrête d'appuyer sur la touche, par exemple, de la flèche de droite. Ce qui va arriver, c'est que si je ne fais pas d'interpolation, ça va faire 300 à 0 d'un seul coup. Touf. Image 1, 300, image 2, 0. Ce que ça va faire, on va regarder le personnage, puis dans le jeu, on dirait que le personnage va arrêter, il va comme rentrer dans un mur de briques. C'est pas ça qu'on veut là, comme effet. Là. C'est pas beau dans un jeu. On veut qu'il y ait un genre de friction, de ralentissement. Donc, c'est pour ça qu'on fait de l'interpolation linéaire. L'interpolation linéaire, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, je vais prendre 30 minutes pour expliquer c'est quoi. J'ai un point A, je veux une valeur A, par exemple 300, je vais aller à la valeur 2B qui est 0. L'interpolation, c'est tous les points qui sont entre les deux. Je peux calculer les points approximatifs, les points entre les deux. Donc, dans mon cas ici, je vais faire ma valeur A, par exemple, dans ce cas-là, c'est vélocité.x. Ma valeur B, c'est speed fois dire. Pourquoi fois dire? Si j'appuie sur rien, dire vaut 0. N'importe quoi fois 0 égale 0. Donc 300 à 0. OK? Puis, je vais avoir une pondération. La pondération, ici, c'est Axel. Axel, je l'ai mis à 0.4. Donc, ce qui va arriver, c'est que ça va prendre 300, la différence, donc 300 moins 0, ça fait 300, multiplié par 0.4, donc va donner 120. Ce qui va arriver, c'est que ça va donner 120, c'est 300 à 0, ça veut dire 120, c'est 300 moins 120, c'est 180. Le résultat va être de 180. OK? Puis ça va se rajouter dans la valeur X. Donc je pars de 300, je m'en vais à 180. J'ai oublié de mentionner tantôt, ça c'est une boucle infinie, c'est une boucle de jeu. Donc à chaque fois, ça roule environ à 60 FPS par seconde. 60 FPS, donc 60 images par seconde. Ou 60 appels de la fonction par seconde. Donc, dans la première est à 60, la première appel est à 300, l'appel suivant va être à 180, l'appel suivant va être à 108, et ainsi de suite jusqu'à temps qu'il atteigne 0. Et l'inverse est aussi vrai. Donc, c'est à peu près ça de l'interpolation linéaire. Maintenant, on a besoin de... Là, on va appliquer la vélocité au personnage. On va avoir une fonction qui s'appelle Move and Slide, puis mon intelligence artificielle m'a donné la bonne fonction. Ouais, je vais utiliser autre chose que New Vector. Dans ce cas-ci, je vais prendre la constante qui est déjà existante. Donc, Vector Up. Ce que ça dit, c'est que Move and Slide, c'est une genre de fonction magique en arrière de Godot. Que lui, oui, tu as la vitesse du personnage, mais tu as tous les éléments qui sont autour dans le personnage. Les murs, le plancher,
si vous avez une pente, par exemple. Donc, ce que ça fait, c'est que Godot prend en considération tout cet environnement-là, puis il va calculer la vitesse s'il rentre en collision avec les différents éléments du décor. OK? Donc là, il va calculer ça, puis là, la vélocité va être modifiée en conséquence à ça. Fait que ça, c'est mon code pour le déplacement gauche ou droite. Maintenant, je vais prendre en considération le jump. Le jump, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une méthode de Godot. Donc, je vais surcharger une méthode, override. La méthode, c'est unhandled input. Donc, les entrées qui n'ont pas été gérées encore dans mon code. Donc, je vais taper if. Oups, je sais pas ce qui est arrivé. OK. Donc, je vais taper if event point is action press point is action press. Je l'ai appelé jump mon action si je ne me rappelle bien dans ma méthode. Is jump et qu'il est sur le plancher. Donc, jump et qu'il est sur le plancher. Ma vélocité. Point Y égale jump force. Puis je vais changer aussi mon image pour dire qu'il faut que je saute. C'est important, n'oubliez pas, là, j'imagine que si vous faites C-Sharp, vous êtes déjà au courant, là, mais que le nom des strings doit être case sensitive. OK? Donc à partir de là, je pense que j'ai fait tout mon code. Je révise vite mon code en diagonale. Si vous voulez modifier des éléments, ben, vous jouez avec la gravité, la force, etc. Comme je l'ai dit, j'ai pas respecté toute la mécanique de C-Sharp. Il aurait fallu, idéalement, si de l'extérieur, je veux modifier le speed, tout ça, je vais utiliser les propriétés au lieu des membres, au lieu de constantes, par exemple. Donc, il y a différents facteurs, mais on va avoir un résultat qui est rapide. Donc, je reviens dans mon jeu. Je l'exécute. Et voilà, mon jeu fonctionne. On a un jeu de plateforme qui marche. Donc, comme j'ai dit, c'est un petit jeu de plateforme très simple, avec une seule fenêtre, une seule plateforme. Si jamais vous voulez aller plus loin, il va falloir modifier évidemment le code, parce que là, on n'a pas de caméra, on n'a pas rien de ça. Donc, il va falloir, on va faire éventuellement une vidéo sur la caméra, la gestion de ça. J'espère que vous avez aimé ce petit atelier-là. Sur ce, je vous souhaite un bon game development. Salut!